Bonjour à tous. On ne va pas attendre plus longtemps parce qu'on a quand même des petites choses à voir dans ce dernier cours d'analyse syntaxique où nous allons travailler aujourd'hui sur la méthode SLR que nous avons déjà vue et on va voir ce qui peut se passer en cas de conflit. Alors, ce qu'on verra n'est pas toujours possible, mais bien souvent, ce sera une technique utilisable. Cette technique est d'ailleurs utilisable dans la suite, puisque nous verrons la limitation que peut avoir la méthode SLR1 et nous verrons la méthode LR21 qui est une méthode strictement plus puissante. Et nous terminerons comme ça ce cours d'analyse syntaxique de l'année 2020. Donc la première partie du cours va concerner l'étude de la méthode SLR1 que nous avions vue la semaine passée, et notamment des conflits qu'il peut y avoir dans cette méthode-là. Pour faire cette étude, on va travailler sur une grammaire qui est une grammaire des expressions. Alors, la grammaire des expressions, on l'utilise parce qu'elle elle contient suffisamment de complexité en elle-même, tout en étant relativement petite et relativement simple, pour constituer un exemple de travail qui est valide dans la plupart des langages de programmation. Donc on travaille sur une grammaire des expressions qui ne contient que la somme et la multiplication, mais dans laquelle on n'a absolument pas représenté la priorité ou l'associativité des opérateurs. Donc on a simplement indiqué en une définition inductive classique des expressions qu'une expression est peut être la somme de deux expressions, ou le produit de deux expressions, ou équivalente à une expression mise entre parenthèses. Et enfin, on se contentera de l'expression atomique petit a comme symbole représentant tout ce qui peut être les termes atomiques d'une expression, variable, valeur immédiate, etc. Donc l'idée, c'est de travailler sur le SLR1 avec cette grammaire-là. Donc l'automate des items, vous le connaissez maintenant, vous l'avez vu de manière intensive en TD, donc on ne va pas y passer énormément de temps. L'automate des items se construit en démarrant par une règle, une pseudo-règle en fait, puisqu'elle elle est extérieure à la grammaire quelque part. S' donne point E $, le E étant la source de la grammaire de départ. Donc je vous rappelle que le point signifie qu'on est dans une hypothèse de calcul, lorsqu'on est à l'état 0, on est dans une hypothèse de calcul qui fait qu'on n'a encore rien lu, il n'y a rien avant le point, et on attend un E. Un E serait valide. Et on utilise la propriété de coloture pour prédire ce qui peut être valide sous cette hypothèse-là. Donc le E peut s'étendre en un E plus E, en un E étoile E, en un A ou en un parenthèse E parenthèse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu suffisamment la semaine passée. Une fois qu'on a clos le premier item, on étudie les transitions et on trace les transitions vers de nouveaux états ou des états existants. Donc ici, il y a trois symboles qui sont immédiatement après un point. Il y a le symbole E, le symbole petit a et la parenthèse ouvrante. Avec le symbole E, nous irons à l'état 1, avec le petit a à l'état 2 et avec la parenthèse ouvrante à l'état 3. Donc l'état 1 va être porté par trois hypothèses simultanées qui seront S' donne E point $, E donne E point plus E, et E donne E point étoile E. Donc, j'écris tout de suite les trois états que nous avons atteints à partir de l'état 0. Donc, le premier état est porté par ces trois hypothèses où le point a avancé, est passé par-dessus un E.
comme il n'y a aucun nom terminal qui suit immédiatement le point, la clôture se fait sans modifier l'ensemble d'items. L'état 2 est très simple, il suffit de faire passer le point au-dessus du A dans la seule production qui attend un A. Ça nous donne l'état 2, E donne A point. L'état 3, c'est E donne parenthèse point E, puisqu'on avance sur la parenthèse, et comme le point est juste devant un E, eh bien, on fait la clôture en rajoutant toutes les règles qui réécrivent E et qui sont marquées comme étant à leur début. Donc le point est au début de la règle. Et on étudie ensuite les transitions de ces nouveaux états. Donc dans l'état 1, il y a une transition d'acceptation avec le dollar, une transition de glissement avec le plus et une autre transition de glissement avec l'étoile. À chaque fois, on atteint un nouvel état qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. L'item 3 n'est pas excessivement compliqué non plus. Il y a 3 symboles attendus après un point, soit un grand E, soit un A, soit une parenthèse. Dans le cas du A et de la parenthèse, on atteint une hypothèse qu'on a déjà traitée, qui sont respectivement les états 2 et 3. Dans le cas du E, on atteint un nouvel état. Donc, cette construction, on l'itère jusqu'à avoir épuisé tous les items et on obtient au final cette solution-là. Donc, je ne la détaille pas, vous pourrez la travailler à tête reposée si vous le souhaitez. Elle n'est pas très compliquée. Une fois qu'on a cette solution, on passe à l'établissement de la table. Alors, on ne va pas s'embêter avec le LR de 0, qui est une méthode parfaitement stupide et aveugle, et on va tout de suite construire la table avec le SLR, avec la méthode SLR. Pour ça, il faut avoir calculé les premiers et les suivants. Alors, on va les calculer sur cette grammaire. Du coup, si on regarde les premiers, ils ne sont pas très compliqués à écrire, puisqu'il n'y a qu'un seul élément non terminal E. Les symboles, c'est A, plus, étoile, les parenthèses ouvrantes et fermantes, et puis quand on calcule les premiers, on calcule aussi quels sont les symboles qui peuvent s'effacer. Donc dans les premiers de E, en fait, la première et la deuxième règle ne nous apportent rien, hein, mais la troisième règle nous permet de savoir que l'étoile est un symbole qui peut apparaître au début d'un E, et la quatrième nous permet de savoir que l'étoile est un symbole qui peut apparaître au début d'un A. Je me mets en bas pour calculer les suivants. C'est toujours pour le symbole E. C'est toujours les mêmes terminaux qui sont dans la grammaire, mais on se donne maintenant le dollar, qui, je vous le rappelle, est le symbole représentant la fin de la séquence. Donc les suivants de E, eh bien, on regarde les règles, et la première règle nous permet de savoir que le E peut être suivi d'un plus. Le fait qu'il apparaisse en fin de règle ne nous apporte absolument rien, puisque ça veut juste dire que par héritage, E va hériter de lui-même. Donc, il n'y a aucun nouvel élément. On peut regarder la deuxième règle qui nous permet de savoir que le E peut être suivi d'une étoile. Et enfin, la troisième règle nous permet de savoir que le E peut être suivi d'une parenthèse fermante. Donc les premiers et les suivants sont très simples à calculer. Une fois qu'on les a calculés, eh bien, nous n'avons plus qu'à créer la table LR1 et ensuite à remplir cette table. Alors, la stratégie pour remplir cette table correctement, c'est de commencer par remplir la table en regardant les transitions qui sont sur l'automate des items que vous avez créés. Donc, on va avoir une transition
Donc, on sait que dans la table, à la ligne 0, sur le symbole E, donc dans la zone GoTo, on ira en 1. Et puis, sur le symbole A, c'est-à-dire dans la zone action, on fera Shift 2. Et on reporte ainsi toutes les transitions qui sont sur cette table-là. Quand on fait ça, il ne peut pas y avoir de conflit, sauf si vous avez construit votre ensemble d'items n'importe comment. Si vous suivez la méthode, il ne peut pas y avoir de conflit puisque l'ensemble d'items, plutôt l'automate des items, est un automate déterministe, donc aucun conflit n'est possible. Par contre, ce qu'il faut ensuite, c'est regarder tous les endroits où une règle se termine et rajouter les réductions. Donc nous avons des réductions à l'état 2, nous avons des réductions à l'état 7. Vous voyez, cette règle-là, elle est achevée. Nous avons aussi des réductions à l'état 8, avec cette règle-là qui est achevée, et des réductions à l'état 9. Donc je vous rappelle le principe de SLR. SLR consiste à ajouter les réductions sur les colonnes qui correspondent aux éléments qui sont dans la table des suivants. Le résultat, c'est la table qui est ici. Donc on reconnaît dans cette table la transition 1 portée par E à l'état 0, ainsi que la transition Shift 2 portée par A à l'état 0, que j'avais souligné tout à l'heure. On reconnaît aussi que dans l'état 2, on fait la réduction de... Ah oui, on fait la réduction de la règle 2 sur tous les suivants de E. Ce qui me permet d'ailleurs de me rendre compte que j'ai oublié dans les suivants le dollar. Dans le précédent, j'avais oublié de noter que le dollar était un suivant de E puisqu'il s'agissait de la source de la grammaire. Bien. Donc on reprend cette table, on la remplit exactement comme nous a dit la méthode SLR. On a un souci avec cette table, c'est que, eh bien, on a des conflits. En fait, dans cette table-là, on a 4 conflits différents. Donc, on ne peut pas utiliser la méthode SLR. En fait, on a échoué à construire un analyseur à partir de cette grammaire-là en utilisant la méthode SLR. On pourrait essayer plus puissant comme méthode, mais en fait, le problème, il est que cette grammaire est ambiguë. Comme cette grammaire est ambiguë, il n'y a aucun moyen de faire une table où il n'y ait pas de conflit. En effet, dans une grammaire ambiguë, vous avez nécessairement vous avez au moins un mot pour lequel il y a plusieurs analyses. Donc imaginez qu'il y ait 2 analyses. Comme la table pour le mot en question doit vous fournir les 2 analyses, eh bien forcément, il y a un moment dans la trace où vous allez devoir avoir 2 décisions possibles. Donc il y a nécessairement conflit. Alors, on pourrait baisser les bras. On pourrait se dire, de toute façon, c'est clair, c'est une grammaire ambiguë. Une grammaire ambiguë, ça a toujours posé problème. Alors, ça ne pose pas de problème pour l'algorithme de Coq, ça ne pose pas de problème pour l'algorithme de Hurley, ça posait problème pour les algorithmes, les analyseurs descendants, ça pose problème pour les analyseurs ascendants. Bon, ben, on s'interdit de travailler avec les grammaires ambiguës. Mais je voudrais vous montrer quelque chose. Évidemment, on ne peut pas travailler comme ça. Mais regardons un petit peu ce qui se passe si on décidait de faire cette analyse. Donc je reprends la table, je l'ai juste réduite pour qu'on ait un petit peu de place, et je démarre une analyse sur un mot. Alors, je crois que je ne l'ai pas noté, ce mot. C'est A plus A étoile A. Donc, je vais la noter. Donc, c'est le mot A plus A étoile A. Donc, nous allons faire l'analyse de ce mot-là.
Donc on commence par la pile, par mettre 0, qui est le symbole initial de pile, et on démarre l'analyse. Donc on est dans l'état 0 avec un A, la pile nous dit, la table pardon, nous dit d'aller en S2. Donc on empile A et on va en 2. À ce moment-là, on a un plus et la table nous dit faites la réduction de la règle 2. La règle 2, c'est la règle. Alors attendez, je me suis trompé sur les numérotations des règles. C'est E donne A, oui, c'est la règle 4. Pardon, je me suis trompé sur la réduction qui est à l'état 2, il s'agit de la règle 4. Donc on réduit la règle 4 qui est E donne A. Donc on obtient un E, on dépile, on obtient un E, donc on se met dans l'état 0 et on avance avec le E, ce qui nous amène dans l'état 1. Vous remarquerez que dans cette trace-là, je vais noter l'arbre que je construis au fur et à mesure. Donc en fait, dépiler, l'action qui consiste à dépiler, donc à réduire une règle, consiste à dépiler la partie droite de la règle et à l'ajouter dans l'arbre que l'on construit comme fils d'un nouveau nœud qui est porté par la partie gauche. Donc ici, on dépile A et on l'ajoute comme fils du nœud E. Donc on obtient un morceau d'arbre qui est E donne A. Et on est dans l'état 1. Dans l'état 1, on a un plus qui nous dit faites un shift et allez dans l'état 4. Donc on y va. On fait un shift, ça nous donne le plus, et on va dans l'état 4. Et dans l'état 4, la table nous dit, eh bien maintenant il y a un A, il faut faire un shift et aller dans l'état 2. Ce qu'on fait tout de suite. Et là, on se trouve dans l'état 2. Alors, comme tout à l'heure, la table a une erreur, hein, c'est la réduction de la règle 4 qu'il faut faire. Donc la règle 4, c'est je dépile A et j'empile E. Donc je dépile A et j'empile un nouveau nœud E qui est le pair de A. Et de l'état 4, avec un grand E, je vais à l'état 7. L'état 7 me dit, tiens, vous avez une étoile A. Donc là, on a un conflit. Hein, pourquoi? Nous sommes à l'état 7 avec une étoile et nous avons deux actions qui sont là. Okay, donc, continuons cette trace et regardons un petit peu ce qui va se passer. Donc là, on a un conflit entre R1 ou S5 et on va essayer les deux. Donc, on va commencer par R1. On va poursuivre avec R1. R1, c'est la réduction de la règle 1. Donc la réduction de la règle 1 consiste à dépiler le E plus E et à empiler un nouveau E. Donc on dépile E plus E, on empile un nouveau nœud E qui a pour fils E plus E. Et on se retrouve à l'état 0, et avec un E, la table nous dit d'aller dans l'état 1. Dans l'état 1, on se retrouve avec un A, donc il suffit... ah oui, pardon, j'oublie le multiplier. On se retrouve avec une étoile. Ça nous dit aller dans l'état 5 après avoir fait le glissement, ce qu'on fait. Et on se retrouve à l'état 5 avec un A. Donc, là, la table nous dit ben, faites un shift, faites un glissement et allez à l'état 2. Ce qu'on a là. Puis, on est à l'état 2, on réduit la règle 4. On obtient cette interprétation-là. Et à l'état 8, on se retrouve avec la fin du mot. Hein, donc, on est sur un dollar. Et dans le cas du dollar, on nous dit, ben, tiens, il faut réduire la règle 2. Ce qu'on fait. On obtient donc l'état 1 avec l'arbre qui est le suivant, et on est dans la configuration d'acceptation, on est à l'état 1 avec un dollar, et la table nous dit d'accepter le mot.
On a donc construit l'arbre qui est le suivant. Reprenons maintenant là où on était, c'est-à-dire à l'état 7 avec cette pile-là, où était le conflit qu'on a pu avoir, et cette fois-ci, tentons de faire l'autre action. L'autre action, c'est Shift 5. Donc faisons un Shift 5. On fait le Shift, ça empile l'étoile, ça nous amène à l'état 5, et à l'état 5, on a un A, et ça nous dit, bon, faites un Shift, donc on rajoute le A, et on va à l'état 2. Une fois qu'on est là, l'état 2 nous dit de réduire la règle 4, ce que l'on fait, puis l'état 8, avec un dollar, nous dit de réduire la règle 2, oui c'est ça, la règle 2 qui est E étoile E en un E, donc on dépile pour revenir à l'état 4, on empile le nouvel arbre qu'on a créé qui contient un E, et de 4 avec E, on va bien à l'état 7. Et une fois qu'on est à l'état 7, toujours avec un dollar, puisqu'on est à la fin du mot, la table nous dit il faut réduire la règle 1, ce que l'on fait, et on obtient cet arbre-là. Donc on voit bien que sur ce mot-là, en fait, on a eu deux chemins possibles. Il se trouve que ces deux chemins nous ont amené à une solution possible d'analyse du mot par la grammaire, parce que cette grammaire était ambiguë. Si la grammaire n'était pas ambiguë, on aurait peut-être eu un conflit, et ce conflit, il aurait été différent. Ce conflit, l'un des choix nous aurait amené à une impasse, tandis que l'autre nous aurait amené à une solution. Donc là, on est dans un conflit où les deux éléments nous amènent à une solution. Donc la solution 1, quand on fait le reduce, d'abord, il nous amène à produire l'arbre qui est à gauche. La solution 2, où on fait un shift, nous amène à produire l'arbre qui est à droite. Il est assez facile de comprendre pourquoi ce sont ces arbres que l'on produit. La raison est simple, c'est que, en fait, la première chose que l'on va réduire dans la solution 1, c'est ce sous-arbre-là. Puis, on va continuer notre analyse. Dans l'autre cas, on va continuer, on va faire un shift, donc on va rajouter dans la pile tous les éléments, et c'est au sommet de la pile que l'on va réduire cette règle-là, avant de réduire la règle qui est en fond de pile. Donc ça, c'est les deux solutions que nous avons construites grâce à cette table. Alors évidemment, il n'est pas envisageable de travailler avec une grammaire qui produirait deux solutions. Ça n'a pas d'intérêt, en tout cas pas pour le LR et pas pour fabriquer un compilateur. Pour fabriquer un compilateur, on a besoin que la solution soit unique, parce qu'on veut que l'interprétation du langage soit unique, décidable et, bien entendu, bien spécifiée. C'est-à-dire que le langage doit à la fois dire quelle est la syntaxe qu'il accepte, mais il doit aussi dire quelle est l'interprétation de cette syntaxe. Reprenons maintenant la table et essayons de voir un petit peu ce qui s'est passé sur cette trace. Donc, en fait, avec la trace, on a vu qu'on a fait tout un cheminement jusqu'à arriver à l'état 7 avec un endroit à l'état 7. On ne peut y arriver que par ce cheminement-là. Donc, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est qu'est-ce qu'il signifie l'état 7. En fait, l'état 7, si vous regardez bien, on ne peut arriver à l'état 7 que si on est en train de reconnaître une addition. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'état 7, on y arrive lorsqu'on est en train d'empiler un E alors qu'on est à l'état 4. L'état 4, on n'y arrive que lorsque on a
1 plus, ici. Ce sont les seuls endroits qui nous permettent d'aller à l'état 4. Donc on voit qu'on ne va à l'état 4 que lorsqu'on lit 1 plus, on est en train de lire une addition, et une fois qu'on a fait la réduction du petit a en un e, on se retrouve dans l'état 7. Donc en fait, on se retrouve dans l'état 7 lorsque le dernier symbole qu'on a lu, c'est un plus. Donc en fait, on est en train de reconnaître une addition lorsqu'on est dans l'état 7. Supposez que l'on voit une étoile. C'était l'exemple que j'avais donné. Eh bien, l'étoile, dans le langage des expressions, dans le langage usuel, dans l'interprétation usuelle des expressions, elle est considérée, c'est un opérateur qui est plus prioritaire que le plus. Donc, on veut le consommer, puisqu'on veut qu'il soit traité en priorité, il faut le consommer avant de réduire l'addition qu'on est en train de traiter. Donc, il faut nécessairement le consommer. Si on ne lit pas ce plus, cette étoile, ça veut dire qu'on va réduire l'addition et qu'on va rendre l'addition plus prioritaire. Donc, pour une raison de priorité, eh bien, le bon choix, c'est dans tous les cas, ou plutôt dans l'état 7, dans l'état 7, le bon choix, c'est de faire le shift lorsqu'on est sur une étoile, parce que l'étoile est plus prioritaire que le plus. Qu'est-ce qui se passe si on est dans l'état 7 et qu'on voit un plus? Si on est dans l'état 7 et qu'on voit un plus, l'état 7, il est toujours atteint alors qu'on est en train de reconnaître une addition, et on voit une deuxième addition arriver. Le plus, c'est la même priorité, c'est le même opérateur. Donc on a même priorité pour les opérateurs en question. Eh bien là, ce n'est pas la priorité qui va nous intéresser, c'est l'associativité. L'associativité de l'opérateur dit « je suis associatif à gauche, il faut donc d'abord réduire l'addition la plus à gauche ». Donc l'addition la plus à gauche, c'est celle qu'on a déjà traitée, c'est celle qu'on est en train de réduire, de lire. Donc on se trouve avec un plus, qui est une deuxième addition. Avant de consommer ce plus, il faut absolument traiter l'addition précédente, puisque on a une associativité à gauche. Si l'opérateur en question avait une associativité à droite, on consommerait l'opérateur qui est le deuxième, de manière à ce qu'il soit traité d'abord. Donc ici, on est sur une addition et on a besoin de faire le traitement de l'addition qui est en pile avant de s'occuper de l'addition qui est dans le mot. Et donc, on va nécessairement, ici, favoriser la réduction de la règle 1 qui va nous permettre de traiter la somme qui est dans la pile. Dans l'état 8, maintenant, en fait, on arrive à l'état 8 quand? Eh bien, analysons un petit peu notre table. On arrive à l'état 8 uniquement à partir de là. Donc, uniquement lorsqu'on est à l'état 5 avec un E. Or, l'état 5, il est accédé depuis où? En fait, on arrive à l'état 5 soit par cette action-là, soit par ces actions-là, soit par celle-là. Donc, en fait, on arrive à l'état 5 uniquement lorsqu'on est en train de traiter une étoile. On voit tout de suite que en fait, l'état 8 nous dit « je suis en train de reconnaître une multiplication ». Donc là, eh bien, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit une addition. Eh bien, si on voit une addition qui est moins prioritaire que la multiplication qu'on est en train de traiter, il faut absolument d'abord traiter la multiplication avant de s'occuper de l'addition. Donc, il faut réduire la multiplication qui est en pile avant de pouvoir consommer le plus qui suit. Donc, la bonne solution consiste à réduire la règle 2. Et si on a une étoile, eh bien,
on est en train de travailler sur une multiplication, on est en train de voir une nouvelle multiplication, une deuxième multiplication, laquelle est la plus prioritaire? La priorité est la même, c'est la même opération, mais on se rappelle que la multiplication est associative à gauche, et donc pour gérer correctement l'associativité, il nous faut réduire l'opérateur qui est à gauche, qui est celui qui est dans la pile. Donc on va réduire, dans ce cas, les choses. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a parfaitement résolu tous les conflits qui se situent dans cette table. Et en fait, en ayant étudié la table, on se rend compte que pour pouvoir avoir la bonne interprétation à tout moment, eh bien, il faut ne pas faire de glissement à l'état 7 sur le plus, mais une réduction, ne pas faire de réduction à l'état 7 sur l'étoile, mais un glissement, etc. Et on voit ainsi qu'on a une table. Cette table, on peut l'utiliser pour faire l'analyse de n'importe quel mot de la grammaire. Cette analyse n'aura pas de conflit, enfin, il n'y aura pas de perplexité pour choisir le chemin dans l'analyse. On aura toujours un et un seul chemin. Et en plus de ça, vu ce qu'on vient de faire, on aura la garantie qu'il ne trouvera qu'une seule structure, enfin, il n'y aura qu'une seule solution dans cet analyseur pour la grammaire qui est ici et pour le mot analysé, même si la grammaire est ambiguë. Pourquoi? Parce qu'on a réduit cette ambiguïté en favorisant la solution qui satisfait les priorités des opérateurs. Donc on est vraiment dans un cas où la grammaire est ambiguë, les conflits sont donc inévitables. La solution 1, c'est d'écrire une grammaire qui code les priorités des opérateurs. Ça, on l'a fait. Hein, c'était la grammaire E donne E plus T ou T, T donne T étoile F ou F, F donne petit a ou parenthèse E parenthèse. Ça, c'est une grammaire qui n'est plus ambiguë et qui code les priorités des opérateurs. L'inconvénient de cette solution, c'est que c'est une grammaire plus complexe et plus longue. La solution 2 consiste à garder la grammaire ambiguë et à résoudre les conflits statiquement dans la table. Statiquement, ça veut dire résoudre les conflits sans savoir quel est le mot qui va être utilisé. Donc pour ça, il faut faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire comprendre ce que signifient les états et trouver la bonne opération qu'il faut faire. Ce n'est pas toujours possible. Il peut y avoir des cas où l'opération à faire va dépendre du mot. Hein. Et dans ces cas-là, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre statiquement les conflits dans la table. Ce n'est pas possible, mais ça marche très très bien avec les expressions, avec toutes les expressions qui ont des opérateurs. Et la résolution des conflits, telle qu'on l'a faite, ne dépend en fait que de la priorité et de l'associativité des différents opérateurs. Donc, si on est capable d'établir la priorité et l'associativité des différents opérateurs, il y a une bonne chance pour qu'on soit capable de résoudre tous les conflits qui vont arriver dans la table. Et il va y en avoir un certain nombre, hein, puisque dans cette grammaire-là, je n'avais que le plus et le multiplié. Si je rajoute d'autres opérations, je vais forcément rajouter d'autres conflits. Et il va falloir faire quelque chose comme ça. La deuxième méthode est une méthode qui est extrêmement répandue. Hein, et c'est une méthode, c'est les outils que vous allez utiliser pour la semaine prochaine, pour l'apnée 2, vont utiliser cette méthode. C'est-à-dire que vous pourrez écrire une grammaire ambiguë, mais dire à l'outil quelles sont les propriétés des opérateurs, quelles sont les priorités, quelles sont les associativités, et l'outil traduira directement ces propriétés-là en résolution de conflits. Bien.
Nous allons maintenant étudier une autre grammaire, toujours avec la méthode SLR. Et cette grammaire, c'est une grammaire d'affectation que je qualifie de A la C, c'est-à-dire que nous allons, vous connaissez la grammaire des affectations, on l'a utilisée dans la première apnée, mais dans la première apnée, on ne permettait qu'un symbole à gauche de l'opérateur d'affectation. C'est-à-dire qu'on ne pouvait qu'affecter une variable. Or, dans le langage C, et puis dans d'autres langages aussi, il est possible d'affecter pas forcément une variable. Ça peut être un tableau, ça peut être une cellule de tableau pour laquelle on affecte, ou ça peut être des référencements d'un pointeur. Donc là, on simplifie cette problématique en n'autorisant que l'opération de déréférencement d'un pointeur. Alors, la grammaire est simplissime. J'ai fait le plus petit possible qui me permet d'illustrer le propos. Donc, nous avons une affectation. Donc, une affectation, c'est quoi? Soit une affectation effective, grand L égale grand A. Donc, en gros, c'est un opérateur d'affectation, le égal. Et à gauche de l'affectation, il y a tout ce qui peut être affecté. Donc, je l'appelle L pour left, pour la partie gauche d'une affectation. À droite de l'égalité, on peut avoir n'importe quelle autre affectation, ce qui nous permet d'écrire une série d'affectations. Et puis, il y a le cas de base où une affectation est en fait une simple expression. Donc ça décrit les affectations. On a donc deux choses à décrire, c'est qu'est-ce qui peut être mis à gauche d'un égal et qu'est-ce qui peut être mis à droite d'un égal. Et là aussi, on a sursimplifié la grammaire. En fait, à droite d'un égal, on devrait avoir n'importe quelle expression, avec des additions, avec des multiplications, avec tous les opérateurs que vous voulez. Ça devrait être possible. Et puis, donc, là, on va vraiment faire la grammaire minimale, donc on va se contenter de dire qu'une expression, c'est simplement un petit a. Une variable, une constante, une valeur immédiate, quoi que vous mettiez derrière ce petit a, c'est un symbole, soit un petit a, soit et c'est tout. Ou alors, qu'est-ce qui peut aussi donner une expression? Tout ce qui peut être affecté, évidemment, peut aussi être lu. C'est-à-dire que dans le cadre d'une expression, si vous déréférencez un pointeur, ça veut dire que vous récupérez la valeur après avoir déréférencé le pointeur. Donc, tout ce qui peut être lu peut aussi être une expression. Et enfin, comment est-ce qu'on construit une partie gauche d'affectation? Donc, qu'est-ce qui peut être affecté? Ce qui peut être affecté, c'est étoile, c'est quelque chose que l'on déréférence. Donc, soit l'opérateur de déréférencement, étoile suivi de quelque chose qui peut être une valeur immédiate ou une variable, ou alors il s'agit simplement d'une variable. Donc x, dans cette grammaire, dénote l'ensemble des variables, a dénote l'ensemble des valeurs immédiates, et on peut écrire dans cette grammaire-là toutes les assignations où on peut déréférencer, et avec des expressions simples de la forme a, soit une valeur immédiate, ou une variable, ou n'importe quelle variable ou valeur immédiate après des référencements. Bien. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu ce qu'est cette grammaire, de manière à ce que vous ayez une idée de ce qu'il y a. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est une forme extrêmement simplifiée d'un langage tout à fait standard comme le C. Je vous rappelle ce qui s'était passé lorsqu'on avait une grammaire comme ça, une grammaire d'assignation, avec la méthode LL. Avec la méthode LL, nous n'avions pas pu faire l'analyse en LL1, on était obligé de faire l'analyse en LL2. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la méthode LL, une affectation, à gauche du égal, on pouvait avoir une variable, mais quand on lisait une variable, soit c'était une variable que l'on affectait, soit c'était une variable que l'on lisait,
à l'intérieur d'une expression. Et donc, on avait besoin de savoir si la variable était immédiatement suivie d'un égal ou pas. Ici, les choses sont beaucoup plus compliquées. Pourquoi? Ben parce que, regardez, qu'est-ce qu'on peut mettre avant un égal? Eh bien, on peut mettre étoile, suivi d'un E. Un E peut être un L, et un L, ça peut être une étoile, suivi d'un E. Un E peut être un L, qui peut donc être une étoile, etc. Donc, on peut déréférencer la valeur qui est le déréférencé, de la valeur qui est le déréférencé, etc., 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 jusqu'à ensuite avoir un A ou un X égale quelque chose comme ça. Donc ça, c'est tout à fait possible à écrire dans cette grammaire-là. Donc on voit déjà qu'en technique LL, on va avoir un souci, puisque au moment où on commence l'analyse du mot, eh bien, ce qui nous permet de savoir s'il s'agit du L qui est ici ou d'un E qui est là, eh bien, c'est lui, le égal, qui nous permet de le savoir. Or, ce égal, il est arbitrairement loin. Donc, il n'y a aucune possibilité pour cette grammaire d'être analysée par une méthode LL, quel que soit K. Donc, on va essayer cette grammaire-là, on va voir si le LR nous permet d'obtenir une analyse correcte. Alors, il n'y a rien de rédhibitoire pour le LR. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que lorsqu'on va faire le choix de réduire ou de faire un shift, on sera sur ce égal-là et ben, on aura le critère de décision à notre portée. Donc, allons-y, attaquons la méthode LN. Donc, on fait l'automate des items comme d'habitude. Donc, on démarre en amorçant le traitement et puis on clôt l'ensemble. Donc, je ne vais pas détailler ça parce que je voudrais pas qu'on passe trop de temps là-dessus. On analyse les transitions suivantes. Donc, il peut y avoir un grand A, un grand L, un grand E, une étoile, un X ou un A. Et on continue ainsi. Hein. Donc, l'état atteint par A, c'est l'état 1, qui est assez simple, qui ne permet qu'une acceptation. L'état atteint par la transition 2, il contient deux hypothèses valides, deux hypothèses viables, qui sont A donne L point égale A et E donne L point. Et puis, les états 3, 4, 5 et 6 sont tout simples. Le 4 est un peu plus compliqué, puisqu'il faut le clore correctement, puisqu'il y a un point juste avant le grand E. On continue en traitant les éléments au fur et à mesure, et on arrive à cet ensemble d'items, cet automate d'items LR0. Bien. Donc, rien de bien compliqué dans cette grammaire, hein, il suffit de calculer correctement l'ensemble des items. Je voudrais juste attirer, alors, est-ce qu'on va avoir un souci? Ben, on peut faire la table, mais regardons déjà ce qui se passe sur cet automate des items. Si on regarde bien, là, on a une réduction, mais il n'y a pas d'autres règles, donc tout va bien. Ici et ici, on a une réduction, mais elle n'est pas en concurrence avec un shift, donc aucun conflit possible. Dans cet état-là, il n'y a que des shifts, puisque aucune règle n'est terminée, donc pas de réduction. Ici, uniquement des réductions et pas de shift. Dans cet état-là, il n'y a que des shifts qui sont possibles et aucune réduction. Ici, une réduction et pas de shift. Donc, ici, là, il n'y a que des shifts. Ici, il n'y a qu'une acceptation. Il n'y a qu'un seul endroit où il y a potentiellement un problème, c'est dans l'état 2. Étudions cet état-là. Pour pouvoir, je vous rappelle que pour pouvoir faire le SLR, donc il n'y a que là, hein, il n'y a qu'à l'état 2 qu'il y a potentiellement un conflit. Ce conflit, il n'est pas forcément là, puisque la méthode SLR ne rajoute pas la réduction sur toutes les colonnes.
elle ne rajoute la réduction d'une règle que sur les colonnes qui font partie des suivants du symbole de gauche, de la règle que l'on veut réduire. Calculons les premiers et les suivants. Donc, j'ai calculé les premiers et les suivants en haut ici, et on se rend compte que les suivants de E, c'est égal et $. Donc, ce qui signifie que lorsqu'on va réduire cette règle-là, on va la réduire sur les symboles égal et $. Or, le égal, il porte déjà un shift. Donc, il y a conflit. Donc, la méthode SLR1 ne marche pas pour cette grammaire-là. On a essayé de la simplifier au maximum, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas non plus de possibilité de réduire systématiquement, ou plutôt de décider systématiquement si on réduit ou si on fait le shift. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on peut très bien être dans l'état 2 et là, pour le coup, ce n'est pas une ambiguïté. C'est effectivement un conflit de la méthode. Et lorsqu'on est dans cet état-là, on ne peut pas dire, tiens, on est dans cet état-là parce qu'on est en train de traiter quelque chose. En fait, on est dans cet état-là uniquement parce qu'on a lu un L, mais on ne sait pas d'où on vient. On se rend compte qu'on arrive dans l'état 2, soit parce qu'on a lu un L à l'état 0, soit parce qu'on a lu un L à l'état 7. Et en fait, dans l'état 7, ça veut dire qu'on est à l'intérieur. Donc, rappelez-vous, l'état 7, il est obtenu ici, c'est-à-dire qu'on a déjà lu une assignation. Donc, en fait, on n'a pas de possibilité de dire il faut privilégier le shift, par exemple. Pourquoi? Parce que parfois, il va falloir résoudre, parce qu'on est simplement en train de travailler sur un E. Donc, en fait, il n'y a aucun moyen ici de résoudre systématiquement le conflit. Et en plus de ça, et c'est certainement ça aussi qui est la raison fondamentale, la grammaire n'est pas ambiguë. Donc, si je fais le mauvais choix ici, je ne vais pas produire une solution qui n'est pas forcément la bonne, je vais peut-être simplement explorer un chemin qui me mène à aucune bonne solution, à aucune solution du tout. Donc là, pour le coup, on a un vrai problème, et ce n'est pas un problème dû à la grammaire. La grammaire, elle n'est pas ambiguë, elle n'a pas de problème particulier. C'est un problème qui est dû à la méthode. Alors pourquoi j'ose affirmer que c'est un problème qui est dû à la méthode? Eh bien, tout simplement parce que ce conflit, pourquoi il est là? Il est là parce qu'on a le égal qui fait partie des suivants de E. Mais regardez un petit peu ce qui est possible. Pourquoi on a un égal qui fait partie des suivants de E? Eh bien, tout simplement, est-ce qu'ici, on pourrait avoir validement cette réduction? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va transformer le L en un E, et ensuite, eh bien, on va devoir faire quelque chose avec ce E, et on va se rendre compte que dans ce cas-là, dans le cas où il y a un égal, il y a un problème. Pourquoi? En fait, le fait d'utiliser les suivants de E, en quelque sorte, c'est dire, je fais la réduction dès que un E quelconque peut être suivi par ce symbole. OK? Donc, en fait, on met les réductions sur tous les symboles qui peuvent suivre un E quelconque. Or, si on regarde d'où il vient ce E-là, ce E-là, qui est là, ce E qui est à l'état 2, eh bien, il vient de là. Or, d'où il vient ce E? Il a été prédit par quoi? La prédiction, elle vient du fait qu'on avait ce A là. Donc ce A là, il a prédit un E, le E, il a prédit un L, et en fait, je me retrouve avec cette hypothèse-là qui pose problème à cet endroit-là,
Mais cette hypothèse-là, elle ne peut être prédite que par cette règle-là. Or, cette règle-là, qu'est-ce qu'il peut y avoir après ce A? Après le A, est-ce qu'il peut y avoir un égal? Eh bien, après le A, regardez, il n'y a que le dollar qui est possible. Il n'y a pas de égal qui est possible après le A. Donc, le SLR est une méthode un peu trop brutale, puisqu'elle va nous dire, bien, je vais réduire une règle dès lors que, je vais réduire la règle qui réécrit E, dès lors que j'ai un symbole qui peut suivre n'importe quel E. Or, le problème, c'est que ici, ce n'est pas n'importe quel E. C'est uniquement le E qui est produit par un A. Et ce E-là, il ne peut pas être suivi d'un égal. En fait, quel est le E qui peut être suivi d'un égal? Eh bien, c'est le E qui est là. Le E qui est là dans la grammaire, qu'est-ce qu'il peut y avoir après? Ben, il peut y avoir ce qui est après un L, et ce qui est après un L, ben, ça peut être un égal, parce que j'ai L égale A. Donc le E qui est là, on va essayer d'y voir un peu plus clair, le E qui est là, hein, que je souligne ici, ce E-là, il peut être suivi d'un égal, mais le E qui est là, il ne peut pas être suivi d'un égal. Lui, il ne peut être suivi que de ce qui peut être après le A, c'est-à-dire un dollar. Donc, un E quelconque peut être suivi soit d'un égal, soit d'un dollar, mais ce E-là peut être suivi d'un égal, ce E-là peut être suivi d'un dollar. En mettant, comme la méthode SLR, les réductions sur tous les symboles qui font partie des suivants, eh bien, on s'interdit de savoir si on est en train de réduire ce E-là ou si on est en train de réduire ce E-là. Et c'est ça la limitation de la méthode SLR. Et pour pouvoir passer outre cette limitation, on va utiliser une méthode strictement plus puissante qui s'appelle la méthode LR de 1. Donc vous commencez à voir le pattern qui se dégage. LR de 0, c'est la méthode ascendante qui regarde 0 caractère en avant. SLR, c'est la méthode qui regarde uniquement quels sont les suivants, hein, donc, qui ne fait les réductions qu'en prédisant l'ensemble des suivants, mais sans s'occuper de quels sont ceux qui sont valides à un moment donné. Et la méthode LR1 va essayer de conserver une information lui permettant de savoir que à ce moment-là, pour cette réduction-là, seuls ces éléments-là de l'ensemble des suivants sont possibles. Les autres ne le sont pas. Donc l'idée, c'est qu'on va se souvenir de ce qui peut suivre une hypothèse en cours de construction. Je vous rappelle que chacun de ces items, c'est une hypothèse en cours de construction. Le point dit à quel endroit on en est dans la construction de cette hypothèse. Et là, on va rajouter une information qui est une information disant « Ok, j'ai fait cette hypothèse-là, mais après, une fois que j'aurai résolu cette hypothèse-là, eh bien, j'aurai tel symbole. » Et bien en fait, en LR1, on va se souvenir d'un caractère. Donc, ce qui peut suivre une hypothèse en cours, ça va être le ou les caractères qui peuvent suivre immédiatement l'hypothèse en cours. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, on va fabriquer un automate des items, mais cette fois-ci, on va le faire un peu différemment. L'item va être composé de deux choses. Jusqu'à maintenant, c'était composé uniquement d'une règle pointée. Donc maintenant, on a la règle pointée et on rajoute une chose que l'on appelle un look ahead, c'est-à-dire un symbole de vision en avant. On utilise l'anglais, c'est un petit peu plus compact que d'utiliser la terminologie française. Donc, on va rajouter le symbole qui peut suivre immédiatement une hypothèse. Alors, je donne un exemple d'un item. Donc, ici, cet item-là,
c'est un item qui dit « Je pose l'hypothèse que je suis en train de reconnaître un L, j'en suis au début de la reconnaissance, puisque mon point est au début de la règle, et puis je pose l'hypothèse que maintenant, je devrais voir une étoile, puis un E, et une fois que j'aurai reconnu tout ça, j'aurai forcément un égal. » Okay. Donc maintenant, on a une information supplémentaire qui est ce égal-là, qui dit ok, j'ai posé une hypothèse, j'en suis à tel endroit dans cette hypothèse, mais après cette hypothèse-là, j'ai ce symbole-là. Donc le égal, c'est le caractère qui suivra immédiatement cette hypothèse. La construction de l'automate des items, elle se fait un peu comme avant, pas tout à fait évidemment, puisque la clôture va être un peu différente, mais on amorce avec la pseudo-règle qui est proche de celle qu'on avait, donc c'est toujours S' donne .S $, et puis on rajoute un symbole en avant qui est un symbole dont on se moque complètement. Je mets un point d'interrogation ici, mais en fait, ce point d'interrogation, il est juste là pour dire de toute façon, je me moque de savoir ce qu'il y a après la fin de séquence. Hein, le dollar, c'est la fin de séquence. Après la fin de séquence, il n'y aura rien. Donc pour l'instant, on amorce avec un faux caractère. La clôture va se faire différemment. Dans la clôture, je vous rappelle que dans la clôture du LR1, eh bien, on prenait une règle, et puis s'il y avait un non-terminal grand B qui suivait directement le point, on rajoutait les items qui permettaient de réécrire grand B. Cette fois-ci, on va faire exactement pareil, sauf qu'on va tenir compte des suivants. On va tenir compte des look-ahead. Donc, on a ici une hypothèse où on a le symbole X qui est le look-ahead. Je me suis trompé d'ailleurs, pardon, sur cette. Il faudra que je corrige les transparents avant de vous les donner. En fait, on va récupérer toutes les règles de grammaire qui réécrivent B, et on va récupérer tous les symboles Y qui peuvent suivre B. Donc, qu'est-ce qui peut suivre B? Eh bien, en fait, c'est ça. Ce qui peut suivre B, c'est gamma, et suivi éventuellement de X. Et donc, ce gamma, en fait, ce qu'on va prendre, c'est les premiers. Je me suis vraiment bien trompé. Les premiers. On va prendre les premiers de gamma X. Et ça nous permet de savoir qu'est-ce qui va suivre directement ce B-là. Et on va prendre toutes ces hypothèses-là et on va les rajouter. Rassurez-vous, on va voir ça sur un exemple. Donc, je prends un exemple directement ici. J'ai l'hypothèse grand A donne L égale grand A avec le point au début. Donc, je vais faire une clôture puisque j'ai le point qui précède immédiatement un non-terminal grand L. Donc, je vais prendre les deux règles grand L. L donne étoile E et L donne X. Je vais les rajouter avec le point au début. Et je vais mettre comme successeur possible, comme look-ahead, je vais mettre ce qui peut suivre le L. Or, ce qui peut suivre le L, c'est ça. Et ça commence par un égal. Donc, j'ai ici un égal. OK? Donc, c'est la manière dont on fait la clôture maintenant. On va travailler sur notre grammaire et on va faire l'automate LR1 de cette grammaire-là. Donc, on amorce le traitement. Alors, contrairement à tout à l'heure où on pouvait calculer les premiers et les suivants à la fin de l'ensemble des items, ici, on a besoin de connaître les suivants, et les premiers et les suivants, au début du calcul, puisque c'est un ingrédient qui va nous permettre de faire la construction correcte de l'ensemble des items. Donc, j'ai mis les premiers et les suivants. Pour la grammaire, ça ne va pas changer, c'est les mêmes. Et je démarre. Donc, je démarre avec l'hypothèse S' donne point A $.
suivi de n'importe quoi. Et ensuite, je fais la clôture de ce symbole-là. Donc, ce symbole-là, ça me permet de créer ces deux hypothèses-là qui sont, eh bien, je réécris A, soit en L égale A, soit en E. Et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir après le A? Eh bien, il peut y avoir $1. C'est celui-là, le dollar. Donc là, j'ai fait ma première opération de clôture. Je n'ai pas terminé ma clôture, puisque j'ai rajouté une hypothèse avec un L. Je vais prendre une autre couleur. J'ai rajouté une hypothèse avec un L. Point L égale A. Donc, je vais clore, cette fois-ci, en rajoutant les règles L, qui sont là. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme successeur pour chacune de ces règles-là? Eh bien, ce qui suivait ici, c'est-à-dire le égal. Ensuite, je vais faire la clôture pour ce E. Donc, j'insère les deux règles qui réécrivent E. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir après ce E? Eh bien, ce qu'il y a après le E, c'est rien du tout au niveau de la règle. Et donc, c'est ce symbole-là. C'est le premier de ce qu'il y a après concaténé au look-ahead. Donc, après ce E, je peux avoir $1. Donc, j'ai mes dollars qui sont là. Et enfin, les règles L donne étoile E, L donne X, E donne A ne me génèrent rien en clôture. Par contre, je dois clôturer cette nouvelle règle. Alors, auparavant, quand on était en LR de 0, on se contentait de dire, tiens, ben, je l'ai déjà étendu le L. J'ai déjà fait la clôture qui a déjà généré L, donc il n'y a pas de souci. Ici, on ne peut pas faire ça. Ici, on doit générer des nouvelles hypothèses. Pourquoi? Ben parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir après ce L-là? Eh bien, il peut y avoir, ben, il n'y a rien à droite du L, donc forcément, c'est $1. Ce qui signifie que je vais rajouter ces deux hypothèses-là, qui sont L, point étoile E, suivi $, L, point X, suivi $. Et vous voyez que ces items-là et ces items-là sont différents, puisqu'ils partagent la même règle, ils ont le point au même endroit, mais ils n'ont pas le même look-ahead. Donc, ce sont des éléments qui sont différents. Alors, il est possible de les représenter en mettant $ ici et en oubliant ces deux éléments-là, mais c'est un bon moyen de se tromper quand on n'a pas l'habitude. Donc, on va garder la présentation que j'ai utilisée ici. Bien. Une fois que j'ai terminé ma clôture, eh bien, j'analyse mes transitions. J'ai 6 transitions possibles, 3 avec un non terminal grand A, grand L ou grand E, et 3 avec un terminal étoile, X ou A. Chacune maintenant dans un état nouveau. Donc j'avance dans ma trace. On va détailler un petit peu ça, puisque c'est la première fois que vous faites du LR1. Donc l'état 1, il est atteint par A. Le seul symbole qui attendait un A, ben, c'était lui. Donc, on fait avancer le point après le A. Et évidemment, on ne change pas le look-ahead. On a gardé le même look-ahead. Donc là, il n'y aura pas de souci. Dès qu'on aura $1, on acceptera à partir de cet état-là. Regardons l'état 2 maintenant. L'état 2, il est atteint par L. Il y a deux transitions qui attendent un L, qui sont la transition qui est là et la transition qui est là. Il y a ces deux règles-là qui attendent un grand L. Donc, on les met dans l'état 2, ici, et toutes les deux avec le look-ahead qu'elles avaient à l'origine. On ne change pas le look-ahead quand on recopie et qu'on fait avancer le point dans les items. Là, il n'y a pas de clôture, ou plutôt la clôture ne produit rien de plus.
Dans l'état 3, on fait avancer le E et le seul symbole qui attend un E, c'est lui. Donc là, il n'y a aucun souci. Dans l'état 4, on fait avancer l'étoile et là, il y a deux transitions qui attendent une étoile. Il y a la transition qui est là et il y a, pardon, pas la transition qui est là, l'item qui est là et l'item qui est là. Donc l'item qui a un égal comme look-ahead et l'item qui a un dollar comme look-ahead. Donc là, on a les deux éléments qui ont survécu au fait qu'on a vu une étoile. Donc on a fait passer le point par-dessus l'étoile, le point se retrouve devant un E, eh bien il faut faire l'expansion du premier E, l'expansion du premier E qui va me permettre de générer ces deux règles-là, et puis je dois rajouter le bon look-ahead, et le bon look-ahead, comme je n'ai rien après le E, ben je prends le look-ahead que j'avais et je le garde. Puis je dois travailler avec ce E-là, mais cette fois-ci son look-ahead c'est $, et ça me donne ces deux items-là, qui sont la même règle, avec le point au même endroit, mais pas le même look-ahead. Ensuite, j'ai obtenu ce L-là avec un égal, ça me permet d'obtenir ces deux items. J'ai ensuite travaillé avec ce L-là qui me permet d'obtenir ces deux items, qui ne diffèrent que par leur look-ahead. Et je n'ai pas d'autres items qui soient rajoutés par clôture. Donc j'ai terminé sur l'état 4. L'état 5, il est obtenu à partir de cet item-là et de cet item-là qui attendaient un X, l'un avec un look-ahead égal, l'autre avec un look-ahead $. Donc j'ai les deux. Et la clôture ne me donne rien de plus. L'état 6 est très simple, il n'y avait que cet item-là qui attendait un A, il est ici, j'ai fait avancer le point, tout va bien. Donc on voit une première étape, et puis on continue comme ça notre algorithme, et on va obtenir ce résultat-là. Donc on peut voir le détail, si vous voulez. L'item 7 est obtenu à partir de cette transition-là, et avec un égal, donc son support est simplement la transition A donne L égale point A, avec un look-ahead qui était un $. Et puis, ensuite, je fais la clôture. Donc, je fais la clôture de ce A, ce qui me donne les deux règles A. Et le look-ahead est un $. Pourquoi? Parce que j'avais un $, ici et il n'y avait rien après le A dans la règle. Donc, ce qui suit le A, c'est $. Ensuite, j'ai le L qui est là, qu'il faut étendre. Je l'étends avec ces deux règles-là. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui peut suivre ce L? Eh bien, cette fois-ci, c'est un égal. C'est le égal qui est là. Donc, j'ai bien mis le égal comme look-ahead pour ces deux hypothèses-là. Ensuite, je traite ce E-là qui me génère ces deux règles-là. Avec quel look-ahead? Eh bien, ce qu'il y a après le E, eh bien, ce qu'il y a après le E, c'est rien ne vient de la règle, et on prend ce qui est le look-ahead de cet item-là. Donc, on a un $. Ensuite, on règle ce L-là. Ce L-là nous génère les deux nouvelles hypothèses qui sont là. Cette fois-ci, pardon, c'est une erreur. J'ai oublié, je me suis trompé dans le look-ahead qui est un $, puisque ce qui suit ce L-là, c'est un $. Il n'y a rien qui vient de la règle, il n'y a rien qui suit le L dans la règle, donc on prend le look-ahead qui est un $. Le 9 est obtenu à partir de cette transition-là, l'état 9, pardon, l'état 8, je l'ai mis ici pour gagner de la place. Il est obtenu à partir de E dans cette transition-là, donc on voit qu'il y a, qu'est-ce qui attend un E ici? Ben, ces deux-là.
Donc on les obtient, on les garde ici avec leur look-ahead respectif. L'état 9, il est obtenu avec le petit a. Donc le petit a est attendu par deux configurations que j'ai ici. Ensuite, l'état 10 est attendu avec un L. Alors, je vais changer de couleur, on s'y verra un petit peu mieux. Donc il est attendu avec un L. Bon, qu'est-ce qui attend un L? Il y a lui, et c'est tout. Donc on les obtient ici. Et enfin, l'état 11 est obtenu avec le A. Et le A avance et il n'y a pas de clôture qui se rajoute. Après, il faut bien regarder une chose. Regardez par exemple ici, j'avais l'état 6. L'état 6, il est porté par E donne A point $. Et ici, je faisais avancer E donne A point. Mais si vous regardez bien, alors je vais tout effacer, ce sera plus simple. Donc si vous regardez bien ce qu'on a ici, on avait E donne A point ici, $ et égal. Ici, j'ai fait une transition vers l'état 9. Pourquoi ai-je fait une transition vers l'état 9? Alors qu'en fait, j'avais déjà un état qui faisait avancer le point sur cette règle-là. Eh bien, tout simplement parce que cet état-là, il disait « je ne peux avoir qu'un $ après ». Or, quand je suis dans l'état 4, que j'avance avec un A, eh bien, j'avance deux configurations possibles, l'une qui attend un égal, l'une qui attend un $. C'est donc différent de cet état-là. Et c'est pour ça que j'ai construit cet item-là. Donc, c'est les subtilités qu'il peut y avoir pour faire la table LR de 1. Donc, la table LR de 1, dans les items, on a une information supplémentaire qui dit qu'est-ce qui peut suivre l'hypothèse qu'on est en train de construire. Eh bien, le principe qu'on reprend, l'analyse qu'on va utiliser, c'est on va calculer les premiers et les suivants de la grammaire, on calcule l'automate des items LR1, ça c'est ce qu'on a fait, et on construit la table LR1, comme avant. Alors, pas tout à fait comme avant, évidemment, ce n'est pas la même méthode. Alors, pour ce qui est des shifts et des goto, ça se fait comme avant, c'est-à-dire qu'on se contente de retranscrire les transitions qui sont dans l'automate des items. Et par contre, les réductions ne sont ajoutées, elles sont pas. Donc, si on doit réduire la règle x donne alpha, en SLR, on la réduisait en mettant la réduction sur toutes les colonnes qui faisaient partie des suivants de x. Ici, on va la mettre uniquement dans les symboles qui sont le look-ahead de la règle. Donc, on va voir l'exemple tout de suite. Donc, on va voir l'exemple sur un endroit où c'est crucial, qui est cet état-là que je vous ai dessiné en bleu. Eh bien, dans cet état-là, regardez, on va avoir un shift qui est ici sur le symbole égal, et la réduction de cette règle-là, on ne va pas la mettre sur tous les suivants de E, sinon on aurait un conflit, puisque le égal appartient au suivant de E. On va la mettre uniquement sur ce qui est ici marqué comme étant un look-ahead. Et le seul look-ahead possible ici, c'est un $. Donc on va mettre la réduction sur la colonne $, le shift sur la colonne égal, et il n'y aura aucun conflit. Donc cet élément-là, ce look-ahead, c'est en fait la formalisation de l'intuition que j'avais essayé de donner tout à l'heure, qui était que lorsque je suis dans l'état 2 avec E donne L, le E vient forcément de cette règle-là, et cette règle-là ne peut pas avoir un égal qui la suit. Cette règle-là, elle vient d'ici, et ici, la seule chose que j'ai, c'est un $. Eh bien, cette information informelle que je peux voir sur la grammaire, je l'ai formalisée ici, puisque je n'ai qu'un seul $, je n'ai pas de égal ici qui est possible dans cette hypothèse-là. Donc, je ne vais mettre les réductions que sur les hypothèses, que sur les look-ahead
qui sont dans mes items. Donc la table résultante, c'est la suivante. Elle est assez proche de la précédente. On a mis les shifts sur les symboles comme d'habitude. Donc ça, on le fait avec l'ensemble, l'automate des items, et il n'y a aucun souci. Et vous regardez que la réduction de la règle 6, je ne l'ai mise que sur le dollar, puisque dans l'item 2, je n'avais qu'un dollar en look-ahead. Par contre, la réduction de la règle, par exemple la règle 4 ici, qui est là, cette réduction-là, je l'ai mise sur égal et sur dollar. Pourquoi? Parce que dans l'item 5 que j'avais ici, j'avais un égal et un dollar comme look-ahead possible de cette règle. Ici, ce R5, cette réduction 5, je ne la mets que sur dollar. Pourquoi? Parce que dans l'item 6, je n'avais qu'un dollar de possible à cet endroit-là, etc., etc. Donc, c'est le look-ahead qui me permet de remplir la table. Une fois que j'ai rempli ma table comme ça, eh bien, je vois qu'il n'y a plus aucun conflit. Et donc, j'ai obtenu une table qui me dit ce qu'il faut faire, comme d'habitude. La seule différence, c'est qu'elle a su résoudre les conflits qu'il y avait avec la méthode SLR. On va l'utiliser, cette table, on l'utilisera exactement de la même manière qu'avant. C'est-à-dire que si j'ai un mot à analyser, eh bien, je vais faire comme avant. Je vais initialiser ma pile avec 0 et je vais faire les shifts et les reduce et les acceptations telles que ma table me la donne. Ça ne change absolument rien à la manière dont on parcourt ensuite la table et qu'on parcourt le chemin reconnaissant. On va faire une petite critique du coup de l'analyse LR1. En fait, c'est bien plus puissant que le SLR. On voit que c'est forcément plus puissant. Hein, c'est strictement plus puissant que le SLR. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne pouvez qu'avoir moins de conflits. Vous ne pouvez pas en avoir plus. Pourquoi? Parce que comme vous n'ajoutez des réductions que là où vous avez que là où vous avez prédit le look-ahead, donc que sur le look-ahead que vous avez prédit, eh bien, forcément, vous avez moins de look-ahead possible qu'il n'y en a dans les suivants. Vous ne pouvez pas prédire quelque chose qui n'est pas dans les suivants, sinon c'est que vous avez mal calculé les suivants. Donc, dans le pire des cas, dans le cas où les prédictions rendent possible dans tous les items tous les look-ahead, vous êtes dans le cas SLR. Dans le meilleur des cas, vous avez un ensemble de réductions qui est bien inférieur. Par contre, on a vu, alors vous ne l'avez peut-être pas vu d'ailleurs, parce que ce n'est pas très flagrant sur cet exemple-là, le nombre d'états augmente. C'est le coût finalement du SLR. Regardez, si vous vous rappelez du LR0, en fait, ici, je l'ai déjà souligné tout à l'heure, nous avons ici la transition qui nous amène en 6. 6, elle contient cette règle-là dans le contexte où après il y a un dollar. Et ici, vous avez une transition qui vous amène à l'état 9. Et vous voyez que l'état 9 contient exactement la même règle. C'est-à-dire que dans l'ensemble des items LR0, en fait, vous auriez eu qu'un seul état. Ici, vous avez deux états, mais vous voyez que c'est la même règle, vous auriez eu exactement le même état. Ici, il y a une différence. Pourquoi? Parce que les look-ahead ne sont pas les mêmes. Donc, vous avez plus d'états. Donc, le LR1 est plus puissant, mais il va utiliser plus d'états. Alors là, ce n'est pas flagrant sur cet exemple, parce que c'est un exemple tellement simple qu'il n'y a pas d'explosion du nombre d'états.
Mais vous prenez un langage comme Pascal et vous utilisez le LR1 et vous obtenez 10 fois plus d'états que vous n'en aviez avec le LR0. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu sur ce que ça veut dire. Rappelez-vous les exercices que vous avez faits en TD. Pour une petite grammaire des expressions avec opérateur ternaire, vous étiez à 21 états en LR0. Imaginez, enfin, essayez de vous imaginer la taille de la grammaire du langage C par rapport à la petite grammaire que vous avez traitée en TD. Donc vous êtes en TD, vous trouvez déjà difficile le fait d'avoir 21 états. Imaginez qu'en plus vous rajoutez plus d'opérateurs aux expressions, le modulo, le divisé, etc. Donc c'est tout ça, ça va multiplier le nombre d'états. On se retrouve avec un nombre d'états qui est rapidement très grand, même en LR0. Donc c'est déjà très grand en LR0. Imaginez si en plus vous augmentez d'un facteur 10. En fait, c'est vraiment un problème qui est rédhibitoire. On est dans une taille en nombre d'états qui est bien trop grand. C'est vraiment le problème de cette méthode-là. Mais on peut remarquer que dans l'exemple que j'ai donné, en fait, l'état 6 et 9, ils pourraient être fusionnés. Pourquoi? Bien, reprenons l'état 6 et l'état 9 et regardons. Dans l'état 6, on va rajouter une réduction de la règle 5 à la colonne $. Dans l'état 9, on va rajouter une réduction de la règle 5 à la colonne égale et à la colonne $. Donc si à la place de 6, ici, vous mettez 9, vous obtenez quoi? Vous obtenez le fait que vous voyez un A, vous allez dans un état, et la première chose que vous allez faire, parce que vous avez un $, c'est faire la réduction de l'état, la réduction de la règle 5. Qu'est-ce que ça change? Absolument rien. En fait, soit vous êtes en train de faire cette transition-là, et puis, au lieu d'aller dans l'état 6 et de ne faire la réduction que sur le $, vous allez dans l'état 9 et vous allez faire la réduction sur le $ ou sur l'égal. Si le mot est dans le langage, ça ne change absolument rien. Le chemin reste exactement le même. C'est juste qu'à un moment, vous êtes passé dans l'état 9 au lieu d'aller dans l'état 6. L'état 6, lui, il a disparu. Il n'est plus accessible. Donc, on a possibilité de fusionner les états sans que ça change quoi que ce soit pour les mots qui font partie du langage. Imaginez maintenant un mot qui ne fait pas partie du langage, c'est-à-dire un mot où le caractère qui suit, le A, est un égal, et vous êtes ici. Eh bien, clairement, là, vous aurez un mot qui ne fait pas partie du langage. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un E, là, vous êtes en train de faire un E, et vous avez vérifié, vous avez vu que la seule chose qui est possible après, c'est un $. Or là, vous avez un mot où après le A, il y a un égal. Bon, c'est un mot qui ne fera pas partie du langage, et alors, il ne faudrait surtout pas l'accepter. Donc, regardons ce qui va se passer. Eh bien, on va aller dans l'état 9, et là, il va y avoir une réduction. C'est-à-dire que le système, l'analyseur, ne va pas se rendre compte qu'il est pas possible d'avoir un égal à cet endroit-là. Il ne va pas s'en rendre compte à ce moment-là. Il va réduire. Il va avoir une action qui est possible maintenant, alors qu'elle n'était pas possible dans l'état 6. Il va réduire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, pourquoi? Parce qu'il va réduire, donc il va transformer le A en un E. Donc on va dépiler, on va revenir dans l'état 0, puisque c'est celui d'où on venait. Avec un E, on va aller dans l'état 3. Donc là, on continue notre traitement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on va se rendre compte qu'il y aura dans l'état 3, sur la colonne $, il y aura une réduction, mais sur la colonne égale, qui est le symbole qui suit, il n'y aura rien. Donc dans l'état 3, il va se rendre compte qu'il y a une erreur.
En fusionnant les états, on ne génère pas plus de mots, hein, on n'accepte pas des mots qui n'étaient pas acceptés auparavant, simplement, on va détecter les erreurs plus tard. C'est-à-dire qu'on va avoir des cas où l'erreur ne sera pas détectée parce qu'on a autorisé des réductions qui ne devraient pas être autorisées à ce moment-là. Mais ce n'est pas grave parce que c'est des réductions qui vont nous amener dans des impasses de toute façon. Donc, on peut fusionner les états 6 et 9. Ben, en pratique, c'est ce qu'on fait. On fusionne les états 6 et 9. On fait l'union des look-ahead. Donc, l'un contenait dollar, l'autre contenait égal et dollar. Donc, la fusion des look-ahead, ça va faire égal et dollar. Ça peut créer des conflits. En faisant ça, on peut perdre, c'est-à-dire on peut ne plus pouvoir analyser un langage qu'on arrivait à analyser avec la table LR1. Parce qu'on a créé des conflits en fusionnant. En fusionnant, on a appauvri notre connaissance et du coup, on peut créer des conflits. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, on obtient quand même une méthode qui est strictement meilleure que le SLR, mais qui n'implique pas une multiplication par 10 du nombre d'états. Et cette méthode, elle s'appelle la méthode LALR. Hein. Elle est utilisée dans tous les outils standards qui servent à faire des compilateurs, qui sont pour en fait, il y a deux familles d'outils. Il y a les familles d'outils LL, avec pas mal d'améliorations pour éviter les limitations sur la récurrence gauche, et puis pour avoir des prédictions plus fortes. Donc, un exemple typique, c'est le système ANTLR. Et il y a tous les outils classiques, plus anciens, qui sont du LALR, YAC, Bison, CUP, etc., sont tous basés sur cette méthode-là. Et vous avez là absolument tous les éléments qui vous permettent de comprendre ce que font les outils YAC, Bison, CUP. Et c'est quelque chose qui est important de comprendre comment il marche, parce que quand vous écrivez un compilateur, vous avez toutes les chances de vous retrouver avec une grammaire, à être en train d'écrire une grammaire dont vous pensez qu'elle fonctionne, qu'elle est bien, elle vous satisfait, elle génère bien le langage que vous voulez, elle a bien les propriétés que vous voulez, elle n'est pas ambiguë, par exemple, etc. Mais ces outils-là vont refuser de transformer cette grammaire en un analyseur et ils vous diront il y a un conflit. Et il faut comprendre pourquoi il y a un conflit pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème avec la grammaire.